Cette idée qu'une guerre avec la Russie est inévitable et qu'il faut donc s'y préparer est déjà largement acceptée et devenue presque banale en Europe, surtout en Allemagne. Une fois que le dernier Ukrainien aura versé son sang, qu'est-ce qu'il restera? Eh bien, le prochain sur la liste, ce sera sans doute la Pologne, non? Ou une autre victime consentante. Les pays baltes, eux aussi, semblent tout à fait convenir pour ça. Mais bien sûr, tout sera fait de manière à pouvoir en rejeter la faute sur la Russie. Bienvenue à World Affairs in Context, tout le monde. Je suis Lena Petrova. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir à nouveau dans l'émission un très bon ami, le docteur Pascal Lotaz. Pascal est professeur associé à l'Université de Kyoto et fondateur d'une chaîne YouTube de géopolitique très populaire, Neutrality Studies. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande vivement de suivre le travail de Pascal. Je mettrai les liens vers sa chaîne YouTube et sa page Substack dans la description de la vidéo ci-dessous. Je suis une grande admiratrice. Pascal, bienvenue à nouveau dans l'émission et merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité, Lena. C'est un vrai plaisir d'être de retour. Et je dois dire que j'admire énormément ton travail et ton émission. Pas seulement ton émission, d'ailleurs, mais aussi ta page sur Substack. Merci beaucoup. Merci Pascal. Commençons par rappeler que l'Europe connaît aujourd'hui le plus important renforcement militaire depuis la guerre froide. L'an dernier, l'Union européenne a présenté un plan de militarisation sans précédent d'un montant de 800 milliards d'euros, du jamais vu. Aujourd'hui, de nombreux gouvernements européens parlent ouvertement de la possibilité d'un conflit direct avec la Russie, alors qu'aucune donnée de renseignement public ne laisse penser que la Russie s'apprête à attaquer l'OTAN, ni même qu'elle prépare une telle attaque. Depuis 4 ans, des experts européens et américains affirment que l'économie russe est sur le point de s'effondrer, tout en soutenant, dans le même temps, que la Russie se prépare à attaquer l'OTAN. Alors Pascal, qu'est-ce qui se trouve au cœur de cette militarisation de l'Europe et de cette volonté actuelle de réarmement? Je me pose cette question depuis longtemps, et il y a plusieurs choses. D'abord, je dirais qu'il y a une russophobie très très profondément ancrée. Ça, c'est certain. Surtout en Allemagne, en France aussi, au Royaume-Uni également. Mais surtout en Allemagne, on voit chez certains cette volonté constante de considérer la Russie comme un ennemi. Et, vous savez, le mot russophobie n'est d'ailleurs pas très juste. Malheureusement, on n'a pas vraiment mieux, parce que phobie suppose une peur de la Russie. Mais ce n'est pas de la peur, c'est de la haine. Donc, quand j'utilise le mot russophobie, je veux dire haine de la Russie. Et je vous assure, j'en ai fait l'expérience moi-même quand je suis retourné en Suisse en février. Bien sûr, la Suisse, ce n'est pas l'Allemagne, mais on parle aussi allemand, n'est-ce pas? J'étais à Zurich, dans la partie germanophone. Et vous savez, dans le monde germanophone en Europe, on se lie beaucoup entre nous. Et la Suisse est bien trop petite pour avoir à elle seule une vraie culture de presse indépendante et tout ce qui va avec. Donc évidemment, on dépend beaucoup de ce qui vient d'Allemagne. Et on retrouve des courants très similaires aussi à l'intérieur de la Suisse. Je dirais quand même que ça bouillonne à un niveau bien plus bas chez nous. C'est beaucoup plus fort en Allemagne. Mais j'ai eu cette expérience. Je donnais une conférence simplement pour expliquer pourquoi il faut renforcer notre neutralité. On va d'ailleurs avoir un référendum là-dessus en septembre ou en octobre, pour décider si on veut vraiment renforcer notre neutralité. Et une partie de cette idée, ce serait d'arrêter de sanctionner d'autres pays, parce que les sanctions en soi sont déjà un moyen de guerre. Et je parlais justement de ça, de l'importance d'arrêter de sanctionner des pays.
Et là, une personne dans la salle s'est levée et a dit « Je ne vais pas écouter ces foutaises pro-russes ». C'est du pur poutinisme. Tu n'es qu'un admirateur de Poutine. Et il m'a dit, en quittant la pièce furieux, « Je déteste les Russes. Je les déteste. » Il avait la rage au visage. C'était incroyable. Vous voyez, c'était encore une de ces expériences. Et je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Le reste de la salle était plutôt raisonnable. Mais il y a ça. Et cette forme de haine envers les Russes, c'est clairement un des facteurs qui motive tout ça. Parce que, pour ceux qui veulent que la Russie soit un ennemi, les événements des 10-15 dernières années sont parfaits, non? Ils confirment leur idée que la Russie est vraiment un ennemi, qu'elle était simplement affaiblie, qu'elle s'est relevée et que maintenant elle revient. Et du coup, on se sent légitimé à haïr, à se militariser, à s'armer contre la Russie, n'est-ce pas? Tu vois, c'est aussi une sorte de boucle de rétroaction émotionnelle sur le plan psychologique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, évidemment, c'est que beaucoup de récits médiatiques alimentent tout ça. Et ces récits sont très favorables à la ligne du gouvernement. L'un des problèmes qu'on a, c'est que l'Europe, eh bien, ce n'est pas un continent indépendant. Ce n'est pas un acteur politique autonome. On dépend tous de Washington, tous, y compris la Suisse. La Suisse dépend de Berlin, ou disons de l'Allemagne, et l'Allemagne dépend des États-Unis. Voilà. Et on le voit bien. On s'en souvient tous, non? Quand le chancelier allemand se tenait à côté de Biden, et que Biden a dit quelque chose comme « Ton petit projet Nord Stream, là, on va le faire disparaître. » Et il est juste resté là, sans rien dire. Et le chancelier actuel, encore plus. Aujourd'hui, l'Europe est en train de se tirer non pas une balle dans le pied, mais dans les deux, en matière de sécurité énergétique. Parce qu'elle ne voudra plus jamais, jamais, jamais parler à la Russie de sécurité énergétique. Elle préfère dépendre à 100% des États-Unis, surtout maintenant que le détroit d'Ormuz, et même plus largement, tout le flux d'énergie venant du Moyen-Orient, est pratiquement à l'arrêt. Et cette dépendance va encore s'accentuer, même si cela veut dire payer 3, 4, 5 fois plus cher, même si cela conduit à la désindustrialisation et que beaucoup de vos industries ne seront tout simplement plus viables. Ils font ça parce que, premièrement, il y a cette russophobie, et deuxièmement, cette idée d'une alliance transatlantique. Beaucoup d'élites européennes se disent qu'elles ne dirigent pas seulement l'Allemagne ou la France, mais qu'elles dirigent l'Occident. Vous voyez comme Ursula von der Leyen avec ses valeurs et tout le reste. Et eux, en Europe, enfin ces gens-là, se considèrent comme responsables de l'Europe entière, pas seulement de leur propre pays. Ils se voient à la tête de tout, mais aussi garants de l'Alliance. Et donc, on est ensemble, n'est-ce pas? On s'assoit ensemble autour de la table. Et même quand le président américain les humilie ouvertement, ils acceptent. Vous vous souvenez, l'an dernier, à peu près à la même époque, ils étaient assis comme des petits écoliers devant le bureau de Donald Trump, dans le bureau ovale, sur de petites chaises. Et M. Stubb, le premier ministre finlandais, était même là avec un petit carnet, en train de prendre des notes. C'est inarrêtable. Et ils ont pris une photo qu'ils ont publiée sur le site de la Maison-Blanche. Et la seule qui avait l'air gênée, c'était Maloney, qui avait visiblement compris ce qui se passait, qu'ils étaient en train d'être humiliés, qu'on les remettait à leur place et que le patron leur parlait. Les autres, eux, ça leur allait très bien, parce que pour eux, tu vois, être à la table du patron, c'est toujours mieux que d'être à leur propre table, là où ils sont d'habitude. Je sais pas. C'est une mentalité étrange. Et j'ai eu de très bonnes discussions avec des gens sur ma chaîne, notamment avec une jeune chercheuse brillante, Nell Bonilla, qui travaille sur ces questions transatlantiques, sur les fabriques d'élite, tu vois, et aussi sur les réseaux d'élite. C'est pas seulement qu'ils sont formés, encadrés, préparés et tout ça. C'est aussi qu'il existe tout un cercle de personnes
qui pense de manière transatlantique, beaucoup plus que nationale. Et c'est un autre facteur qui explique pourquoi ce groupe d'élite veut s'accrocher, quoi qu'il arrive, non seulement à ce plan, mais à toute la vie qu'ils se sont construite. Le monde qu'ils ont bâti et dans lequel ils savent qu'ils peuvent circuler, évoluer, se repositionner. Par exemple, M. Merz, qui gravit les échelons à travers ses jeunes dirigeants, et ainsi de suite, jusqu'à devenir PDG, puis passer par BlackRock, et ensuite viser la chancellerie allemande. Et c'est probablement en cours aujourd'hui. Annalena Baerbock, elle est maintenant une ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, et elle se retrouve à l'ONU, à New York. C'est un peu différent, mais ça montre quand même comment ils se placent les uns les autres. Comme on a maintenant un ancien Premier ministre des Pays-Bas à la tête de l'OTAN. Bref, on voit bien, ils passent d'un poste à l'autre sans arrêt. Le prochain qui va connaître un grand tournant dans sa carrière, probablement avec un changement de côté de l'Atlantique, c'est bien sûr M. Macron. Dans 2 ans, il n'aura plus de poste. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il soit pressenti pour diriger l'OTAN ou pour l'un des postes les plus importants au sein de l'Alliance. Peut-être même au sein de l'Union européenne, s'il veut succéder à Ursula von der Leyen. Mais on voit bien comment il circule, d'un pays à l'autre, d'une institution à l'autre, peut-être le FMI ou la Banque mondiale. Ce genre de poste serait tout à fait envisageable aussi, non? C'est le monde dans lequel ils évoluent. Et dans ce monde-là, maintenir cet ensemble cohérent est bien plus important que de s'assurer que l'industrie allemande ait tout ce dont elle a besoin pour rester compétitive à l'échelle mondiale. Donc, je peux distinguer ces choses-là. Et puis, la propagande médiatique s'inscrit là-dedans, parce que les médias sont par nature très élitistes et obéissants envers le pouvoir. Même s'ils prétendent être le contre-pouvoir, la fameuse 4e force, et tout ça. Aucun ne l'est vraiment. Aucun. Ni aux États-Unis, ni en Europe. Et pour être complet, ni en Chine, ni en Russie, ni au Japon. L'environnement médiatique, dans son ensemble, ne s'oppose jamais à ce que fait le gouvernement national, sauf, de temps en temps, contre quelques individus ou sur quelques cas isolés. Ils font quelques petites piqûres ici et là, mais jamais un vrai blocage. Donc ils suivent le mouvement, et ils vont blanchir, laver les priorités politiques à travers tout un processus de rapports, d'analyses, d'articles, pendant des années et des années. Même quand ça veut dire présenter un génocide à Gaza comme une forme d'autodéfense. Même quand ça veut dire ça. Et puis, dans 20, 25, 30 ans, il y aura des doctorants qui écriront des thèses là-dessus. Il y aura une sorte de prise de conscience du genre « Ah, on a fait ceci, on a fait cela. » Mais à ce moment-là, ce sera fini. Ce sera trop tard. Et c'est ça que fait le monde des médias. Les médias s'assurent que la chose du moment, les priorités du moment, puissent se réaliser. C'est exactement ce qu'ils font. Et on le voit très clairement aussi au sein de l'Union européenne, parce que à peu près chaque jour, la manière dont tout est présenté est très calculée. C'est fait pour servir l'agenda de l'Europe, celui de créer un autre. Et cet autre en Europe, c'est bien sûr la Russie. La Russie est l'ennemi. Du coup, tout est formulé de façon à aller dans ce sens. Même le régime corrompu et illégal en Ukraine, le régime de Zelensky, est présenté comme un gouvernement démocratique, soutenu par son peuple. Pourtant, quand on parle avec des Ukrainiens, on comprend que non seulement il n'a pas vraiment de soutien, mais qu'en plus, il ne sert pas réellement leur intérêt. Il ne représente pas les Ukrainiens en ce moment. Et ce n'est plus le cas depuis des années, parce que la population ukrainienne est en réalité fatiguée de la guerre. Et cela soutient la recherche d'une solution diplomatique, pas le fait de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais bien sûr, on sait que ce n'est pas l'agenda
que poursuivent Zelensky et ceux qui le conseillent. Et donc, malheureusement, les médias occidentaux vivent dans une réalité complètement différente. Ils ne reflètent pas la situation sur le terrain. Dans ce cas précis, il est clair que c'est un outil politique conçu pour fabriquer le consentement, pour tromper la population et en quelque sorte pour s'assurer qu'elle reste endormie, qu'elle ne fasse pas vraiment attention à ce qui se passe réellement. Pendant ce temps, plusieurs pays européens, par exemple, réintroduisent ou élargissent déjà la conscription. Et ça devrait être un signal d'alarme. Mais ça ne l'a pas été. Le chancelier allemand, par exemple, dit maintenant qu'il fera tout ce qu'il faut pour que l'Allemagne soit prête à la guerre d'ici 2029. Il a même promis de faire de la Bundeswehr, l'armée allemande, la plus puissante d'Europe. Ce qui évidemment rappelle certains précédents historiques, très tragiques. Et en plus de ça, d'après ce que je sais, les hommes allemands âgés de 17 à 45 ans doivent désormais obtenir l'autorisation de la Bundeswehr pour tout séjour à l'étranger de plus de 3 mois. Donc, c'est un changement vraiment, vraiment choquant. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'époque où l'Allemagne cultivait une identité d'après-guerre froide, centrée sur la paix, la retenue et la puissance économique, est terminée? Est-ce que tout cela a complètement disparu aujourd'hui? Oui, je dirais simplement oui. Au moins, l'idéal de l'ancienne Allemagne, qui, je veux dire, n'a jamais vraiment été à la hauteur, mais qui au moins essayait, et dans son langage, dans sa manière de parler, c'était ancré dans la façon dont elle se comprenait elle-même. Eh bien, tout ça a disparu. Ils ne veulent même plus de ça. Le mot que tu as utilisé, « prête à la guerre », en allemand, c'est encore plus inquiétant. Kriegstüchtig. Ça rappelle vraiment le langage des années 20 et 30, celui de ces gens d'extrême droite. Hitler. Oui, ça fait penser à Hitler. Ça évoque toute l'histoire brune de l'Allemagne. Et ça me le rappelle à moi. Ça le rappelle aussi à d'autres, aux pacifistes, à ceux qui s'opposent à tout ça. Mais eux, non, ça ne leur évoque plus rien. Ce genre de mots, maintenant, ça passe. Et c'est un peu comme ça que la normalisation s'est vraiment faite. On a transformé la peur, la vraie peur et la haine envers la Russie, en quelque chose d'utile, militairement parlant. On a rendu à nouveau possible le fait de parler en ces termes. Au début des années 2000 ou à la fin des années 90, ça n'aurait pas été accepté. Ce genre de langage aurait été dénoncé. On aurait dit non, 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 ça nous rappelle les pires moments de notre histoire. On ne veut pas revivre ça. Et ça, c'est fini. Aujourd'hui, on peut s'en servir. Parce que vous voyez ce qu'ils ont fait. Psychologiquement, ces gens-là, et c'est un tour de passe-passe très très malin, ils ont externalisé Hitler vers la Russie. Parce que maintenant, Poutine, c'est Hitler. Donc s'opposer à Poutine, c'est comme combattre un deuxième Hitler. Formidable. Et ils l'ont refait. Ils ont externalisé les nazis en Palestine. Les nazis, c'est le Hamas, non? Donc, combattre le Hamas et soutenir Israël dans cette lutte, c'est en fait se battre contre sa propre histoire coloniale. Et ce tour de passe-passe mental, il ne faut surtout pas sous-estimer sa puissance, parce qu'il permet d'utiliser ce que, comme le dit un merveilleux professeur allemand à Macao, M. Müller, le professeur Müller, appelle la fierté coupable. Vous savez, les Allemands ont une certaine fierté à reconnaître que leur pays a fait quelque chose d'horrible, que les nazis ont fait quelque chose d'horrible, que leur État a fait quelque chose d'horrible. Et la Seconde Guerre mondiale est perçue en Allemagne comme un moment de grande honte, de honte nationale, surtout, bien sûr, à cause de la Shoah, ce qui est une bonne chose. C'est très bien que l'Allemagne se souvienne de l'Holocauste comme de quelque chose d'extrêmement terrible. Et il y a à Berlin un très beau monument pour se souvenir de l'Holocauste, pour commémorer toutes les victimes. Mais aujourd'hui, c'est tellement ancré que si on peut utiliser cette mémoire et la projeter sur quelqu'un d'autre,
alors ça devient utile pour justifier sa propre remilitarisation. Parce qu'on ne se remilitarise pas pour redevenir Hitler, mémère. On le fait pour combattre Hitler. Et c'est la leçon que les Allemands ont tirée et que beaucoup en Europe ont dit qu'il fallait tirer de la Seconde Guerre mondiale. Plus jamais ça. Mais maintenant, le plus jamais ne parle plus d'eux. Il parle des autres. Il parle du Hamas en Palestine. Il parle de la Russie. Il parle de Poutine en Russie. Et voilà, l'histoire est retournée, complètement inversée. Mais à mon avis, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez quoi? Ce qui est frappant, c'est que bien sûr, tout le monde devrait s'inquiéter du fait que l'Allemagne se prépare à mobiliser ses hommes. Et puis, vous voyez, il y a aussi cette audace incroyable de ces gens qui se permettent de définir le « nous ». Et pas seulement le « nous » pour eux, je veux dire pas seulement le « nous » pour les Allemands, mais aussi le « nous » pour les Ukrainiens. L'Allemagne protège les Ukrainiens. Qui ça? Qui sont ces Ukrainiens? Est-ce que vous parlez des Ukrainiens du Donbass, ceux qui sont bombardés depuis 2014, où 14 000 personnes sont mortes avant même 2022? Ces Ukrainiens-là? Ou bien vous protégez les 3 millions d'Ukrainiens qui, en 2022, ont fui vers la Russie? Expliquez-moi, s'il vous plaît, pourquoi 3 millions de personnes fuiraient vers l'agresseur? Mais non, non. Tout ça, on le balaie tout de suite, psychologiquement, comme si c'était de la propagande pro-Poutine. Vous n'êtes tout simplement pas de leur côté. Et ça, ils ne peuvent pas le réfuter. Alors, ils préfèrent l'ignorer et vous traiter de tous les noms. Ensuite, ils inventent ce fameux « nous » des Ukrainiens. Nous aidons les Ukrainiens, n'est-ce pas? Ceux qui suivent la même ligne politique. Et les Allemands, bien sûr, disent « oui, nous allons protéger les Ukrainiens ». Mais au passage, on rassemble ces Ukrainiens en Allemagne et on les renvoie là-bas parce qu'ils doivent aller mourir au front. Oui, ils doivent aller mourir là-bas parce que, soi-disant, on les protège. On les protège en les envoyant sous une pluie de balles. Évidemment, eux ne le voient pas comme ça, mais c'est bien ce qu'ils font. Et toi et moi, on devient fous en voyant ça, parce qu'on se dit, comment peut-on être aussi inhumain? Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes aussi, même s'ils ne recrutent pas encore les femmes de force. Ces jeunes hommes, Meng, non postumurik. Et vous les présentez simplement comme des égoïstes. Mais quel genre de personne êtes-vous? Un belliciste, un Merz à la Hitler, assis là à dire à de jeunes Ukrainiens qui ont fui leur pays parce qu'ils ne veulent pas mourir, qu'il faut les renvoyer à la mort. Et ensuite vous appelez ça la défense de l'Ukraine, ou le fait de se tenir aux côtés des Ukrainiens. Si on explique ça, vous savez, dans 50 ans, tout le monde secouera la tête en se demandant comment c'était possible. Mais ça se reproduit à chaque fois. Ces gens-là prennent le pouvoir. Ils vous disent qu'ils savent ce qui est le mieux, qu'ils savent ce qu'il faut faire, et que les autres doivent aller mourir pour eux. Et eux, ils ne le feraient jamais s'ils n'y étaient pas obligés. Mais c'est leur devoir, paraît-il. Et au fond, ils veulent tous être Churchill. Souvenez-vous, il y a eu un grand homme d'État qui a su prendre les décisions difficiles au bon moment, qui a su maintenir le cap en pleine tempête. C'est de l'hubris, de l'arrogance pure et simple. Et malheureusement, eux aussi sont tombés dedans. Même en Allemagne, une bonne partie de la population ne veut pas suivre cette voie. Le problème que nous avons, et c'est un problème sociologique, c'est qu'en Ukraine aussi, M. Zelensky a été élu en 2017 avec 70% des voix de gens opposés à la guerre avec la Russie. Il disait « Il nous faut un président de la paix, quelqu'un qui répare cette relation ». Mais le problème, c'est que 70% qui veulent la paix, ce n'est pas suffisant. 30% qui veulent la guerre, ça suffit. Même 20%, ça suffit à entraîner les autres, surtout si ces gens-là ont accès aux armes et aux moyens et méthodes d'agitation. Et c'est le cas.
Et c'est exactement ce qui se passe aussi en Europe en ce moment. Beaucoup d'Européens ne veulent pas de guerre. Mais si on a, disons, 15 ou 20% d'irréductibles qui, eux, veulent la guerre, ils feront bien plus d'efforts pour l'obtenir que les 80% qui n'en veulent pas, mais qui n'en veulent pas en restant simplement chez eux, à boire du thé, et voilà. Et puis, il y a un petit groupe, une faction, qui sort vraiment pour manifester en faveur de la paix. Mais il est toujours beaucoup plus facile de faire monter les tensions que de les apaiser. On a donc malheureusement ce déséquilibre structurel. Et on le voit très clairement aujourd'hui. Cette idée qu'une guerre avec la Russie serait inévitable et qu'il faut donc s'y préparer est déjà largement acceptée et banalisée en Europe, et tout particulièrement en Allemagne. Selon vous, quel rôle joue la guerre en Ukraine dans ce plan? Parce que, pour moi, il semble que Boris Johnson ait saboté les négociations de paix, les pourparlers entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, et tout le monde le sait. Et maintenant, on a l'impression que l'Union européenne finance en réalité le régime de Zelensky, un régime marqué par une corruption sans précédent et par des violations des droits humains tout aussi inédites à l'intérieur de l'Ukraine. Tout cela dans le but d'utiliser cette guerre par procuration pour gagner du temps, jusqu'à ce que l'Union européenne soit complètement réarmée et prête à affronter la Russie. Pensez-vous que cet argument tienne la route? Eh bien, je pense que c'est la bonne analyse de ce qui se passe. Mais évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que les gens de l'autre côté le voient. De leur point de vue, le récit, c'est que l'Ukraine a été attaquée sans prévenir, sans provocation, sans aucune raison valable, sinon que Vladimir Poutine voudrait rétablir l'Empire russe, ou peut-être même l'Empire soviétique, et qu'il essaie d'engloutir l'Ukraine. Et une fois qu'il en aura fini avec ça, il marchera plus à l'ouest, parce qu'il serait le nouveau Hitler. Et c'est ce que Hitler a fait, non? Hitler n'était jamais satisfait de ce qu'il avait. Il voulait toujours aller plus loin. Donc, le nouveau Hitler à l'Est ferait la même chose. C'est pourquoi nous devons tirer les leçons de notre histoire et ne pas répéter les erreurs de Munich en 1938. Nous ne devons pas chercher à apaiser, mais au contraire, rester fermes et déterminés. Et pour eux, la meilleure façon de résister, c'est d'aller combattre la guerre à l'Est. Et dans cette logique-là, ils ne peuvent évidemment pas comprendre que mener une guerre à l'Est nous rappelle à tous le front de l'Est. Ça nous rappelle ce que l'Allemagne a fait il y a 80 ans. Mais eux, ils ne le voient pas comme ça. Et d'ailleurs, si vous les accusez d'être eux-mêmes des hitlériens, ils vous poursuivront en justice. Ils se sentiront tellement offensés. Je veux dire, Merz et les autres n'acceptent absolument aucune critique de ce genre. En Allemagne, en fait, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de traiter quelqu'un de nazi. Vous pouvez être poursuivi pour ça. Mais bien sûr, vous pouvez le faire avec Vladimir Poutine. Là, c'est socialement tout à fait accepté. Par contre, si vous appeliez Merz le nouveau Hitler, alors là, vous seriez poursuivi. Et selon la loi allemande, vous devriez sans doute payer, parce que c'est interdit. On voit donc comment la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui, malheureusement, complètement déformée. Et dans le cas de l'Ukraine, bien sûr, c'est encore une fois d'une brutalité extrême, vraiment terrible. Et pour moi, ce sont eux les plus grandes victimes de tout ce système. D'un côté, ils meurent sous les balles et les drones russes, mais de l'autre, on les pousse vers ces situations. Parfois même, on les force. On les entasse dans des véhicules, puis on les envoie vers les drones. Alors franchement, dire qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, ce n'est même pas suffisant pour décrire ce qu'ils vivent. C'est un peu comme être coincé entre le canon d'un fusil et la matraque d'un voyou, non? Tous ces gens, surtout les hommes, doivent maintenant partir et mourir.
Et ce qui est vraiment malsain, c'est que les Européens étudient tout ça. Ils essayent de tirer les leçons de l'Ukraine, de voir comment préparer nos sociétés pour qu'on soit plus efficace, au fond, à envoyer nos jeunes dans l'enfer des balles. Parce que, vous savez, il y a ces tranchées, ces étapes, n'est-ce pas? Et une fois que le dernier Ukrainien aura saigné jusqu'à la mort, qu'est-ce qu'il restera? Eh bien, le prochain sur la liste, ce sera probablement la Pologne, non? Ou peut-être un autre pays prêt à se sacrifier. Les États baltes, par exemple, semblent aussi tout à fait convenir pour ça. Mais bien sûr, vous le ferez toujours de manière à pouvoir en rejeter la faute sur la Russie. Pour moi, la plus grande erreur, c'est que la Russie est effectivement envahie en 2022 parce qu'elle est tombée dans ce piège. Et elle a offert aux Européens exactement ce qu'ils attendaient, surtout à ceux qui nourrissaient une haine viscérale. Elle leur a tout donné, tout ce qu'ils voulaient. Mais en même temps, je comprends aussi l'argument de l'autre camp, qui dit « qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre ?» Ils auraient dû laisser le Donbass se vider de son sang, encore une fois. Laisser ces fascistes submerger nos compatriotes, qui demandaient de l'aide depuis 7 ou 8 ans à l'époque. Le problème, c'est que la complexité de cette question, la complexité du conflit, est bien sûr, dans les pays occidentaux, simplifiée à l'extrême et complètement déformée, à un point qui fait vraiment, vraiment mal. Et ce n'est pas seulement dans les grands médias, c'est aussi dans le monde universitaire. Ce genre de discussion qu'on a en ce moment serait très difficile à tenir dans beaucoup d'universités européennes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais une centaine d'universitaires ont signé une lettre pour s'opposer ou pour dénoncer les ouvrages d'Ivan Kachanowski. Je crois d'ailleurs que vous aviez reçu le professeur Kachanowski dans votre émission. Oui, je l'ai fait plusieurs fois. C'est un universitaire et un écrivain exceptionnel qui a révélé ce qui s'est réellement passé en 2014. Je recommande à tout le monde de lire ses livres pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il a écrit 2 livres très importants. L'un d'eux, bien sûr, portait sur le Maïdan. Il travaillait sur les preuves médico-légales pour comprendre qui avait tiré sur qui et d'où venaient les tirs. En gros, il a établi que non, ces gens avaient été abattus depuis des zones contrôlées par les partisans du Maïdan. C'était un acte délibéré, mené par des agitateurs d'extrême droite, des fascistes, qui ont tiré sur les 2 camps. Ils ont visé les manifestants, ils ont visé la police, dans le but de provoquer un bain de sang et un chaos total, pour pousser les uns contre les autres. Et au final, ça a réussi à écarter Viktor Yanukovych, qu'il combattait. Ce n'était pas un pro-Poutine, c'était simplement un neutraliste. Il ne voulait rejoindre aucun camp, mais ce n'était pas ce que ce groupe voulait. Il voulait une intégration, encore une fois, un peu comme le reste de l'Europe, qui est, comme le dit souvent John Mearsheimer, collé à la hanche des États-Unis. Et Ivan Kachanowski, c'est son premier livre. Ensuite, il en a écrit un autre. Il a d'ailleurs eu l'excellente idée de lever des fonds pour les rendre en libre accès afin qu'on puisse simplement les télécharger en PDF. Le deuxième livre porte sur les origines de la guerre en Ukraine. Et là, il reconstruit, à partir de sources fiables, le récit historique sur lequel toi et moi, et d'autres chercheurs aussi, nous nous appuyons. Il montre que le problème, ce n'est pas un Hitler au Kremlin, mais bien le développement, au cours des 20 dernières années, de l'expansion de l'OTAN et les effets que cela a eu à l'intérieur de la Russie, avec les réactions en chaîne qui ont conduit à la situation actuelle. Je veux dire, la situation réelle est quand même très complexe, avec plusieurs couches, non? Il y a la question du Donbass et l'aspect guerre civile qui a éclaté après 2014, l'élargissement de l'OTAN, la dimension de guerre par procuration. Bref,
une sorte de récit à plusieurs niveaux sur ce qui s'est vraiment passé et ce qui a conduit à tout ça. Pas juste une version simpliste. Mais maintenant, ils ont trouvé une centaine d'universitaires, des chercheurs réputés, titulaires de doctorats en Europe et aux États-Unis, qui ont signé une lettre pour dénoncer M. Kachanowski, le professeur Kachanowski. Et ils insistent toujours pour l'appeler professeur à temps partiel. Professeur à temps partiel, Kachanowski, encore et encore. Tu vois ce genre de langage destiné à le rabaisser. Et tout ça a ensuite été publié dans l'Ukrainska Pravda, non? C'est l'un des journaux, un des principaux. Et vous savez, ils essaient pas vraiment de contester les arguments. Ils s'en prennent plutôt à la réputation de M. Kachanowski, entre autres, en disant, enfin, l'un des arguments apparemment, c'est qu'Ivan Kachanowski aurait réussi à obtenir un soutien pour une publication en libre accès, même de la part d'Elon Musk. Et il en était fier. Il en a parlé sur Twitter. Et ensuite, l'argument que ce groupe d'universitaires avance, c'est que c'est très improbable, enfin, non, pas très improbable. C'est très inhabituel, parce que M. Musk est sud-africain-américain. Il est né en Afrique du Sud. Donc, s'il fait de la philanthropie, il devrait la diriger vers des recherches liées à l'Afrique du Sud. C'est pour ça que c'est vraiment inhabituel. Et nous sommes très inquiets quant à ses motivations. Mais ce sont des gens intelligents. Et c'est justement l'un des points sur lesquels il faut réfléchir. Même des personnes très intelligentes peuvent tomber dans des schémas difficiles à expliquer. J'ai d'ailleurs fait récemment, sur ma chaîne, une discussion avec Matthias Desmet, qui est le principal chercheur sur un phénomène qu'on appelle la formation de masse. Et la formation de masse, eh bien, avec ça, il peut l'expliquer en disant quelque chose comme « Regardez, une fois que ce processus commence, qu'un groupe entier de personnes se retrouve pris dans une idéologie, et ça peut être une idéologie, pas seulement comme le communisme, mais une idéologie, disons, comme ce qui nous est arrivé pendant le Covid, quand tout le monde devait se faire vacciner pour que tout le monde soit en sécurité, avec des slogans du genre « Personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas », et d'autres absurdités du même type. Ou encore, aujourd'hui, l'hystérie de guerre qui s'est emparée de la population. Une fois que ça se produit, même les plus intelligents voient leur capacité de penser au-delà des besoins immédiats de l'idéologie, du récit, complètement limitée. Et c'est là-dedans que tombent aussi les gens très intelligents. Donc, nous sommes déjà à l'intérieur de ce phénomène. On ne peut plus y échapper. Nous y sommes. Ce qu'on peut espérer éviter, c'est que ça aille jusqu'à l'extrême absolu. Quand des mouvements de masse vont jusqu'au bout de leur logique, ils finissent souvent par quelque chose comme un génocide. Parce qu'on devient tellement radicalisé qu'à l'intérieur même du groupe, on commence à retourner les armes, non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur, contre l'ennemi de l'intérieur. Et là, on se retrouve avec des situations comme au Cambodge, où les Khmers rouges ont tué environ un quart de leur propre population. Pol Pot et tout ça. Parce que vous voyez, ne pas produire assez de riz, c'était déjà la preuve qu'on était contre la bonne révolution. On devenait un ennemi simplement parce qu'on n'avait pas produit assez. Donc, il fallait être puni comme un ennemi. C'est en quelque sorte le point d'arrivée logique. Heureusement, on en est encore loin, mais si on ne parvient pas à arrêter cette dynamique, c'est bien là que ça pourrait mener. C'est intéressant parce que je pense que l'environnement de militarisation en Europe atteint un nouveau niveau de folie. L'Allemagne prévoit de construire la plus puissante armée européenne d'ici 2030. Et puis, vous avez mentionné la Pologne, et je suis vraiment content que vous en ayez parlé, parce que la Pologne s'impose de plus en plus comme un partenaire affirmé au sein de l'OTAN. Le président polonais Duda a déclaré que la Pologne est désormais prête à accueillir des troupes américaines qui pourraient éventuellement être retirées d'Allemagne.
La Pologne cherche aussi à se positionner comme le principal centre de l'OTAN en Europe de l'Est. Et je sais aussi qu'il existe une certaine rivalité entre la Pologne et l'Allemagne. Et bien sûr, la Pologne est souvent perçue comme un partenaire de second rang. Mais Nawrocki veut au moins essayer de changer ça. Dans les médias russes, ces évolutions et ces déclarations sont largement commentées. Les experts politiques russes disent souvent que si l'Europe augmente sa militarisation d'ici 2030, alors la Russie doit être en mesure de se défendre face à l'OTAN. Et quand on les écoute, on comprend bien qu'il n'y a aucun désir de guerre avec l'OTAN du côté russe, parce qu'ils considèrent cela comme une agression, ce que c'est en réalité. Si on observe la situation de manière honnête, on voit clairement qu'il s'agit bien d'une agression. Mais ça rappelle un peu les mêmes événements qu'il y a 100 ans, quand la tension montait entre les deux camps, entre la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre. Mais comme vous l'avez dit, les Européens n'en ont pas envie. Ils ne veulent pas être entraînés dans cette guerre. Les Allemands moyens, par exemple, ne veulent pas aller se battre contre la Russie. Alors, selon vous, quels outils l'Union européenne et les dirigeants politiques allemands vont-ils utiliser pour combler ce fossé et pour s'assurer que leur discours belliciste, leur volonté de militarisation avance dans la bonne direction et que de plus en plus de gens finissent par y adhérer? Les mêmes outils qu'ils utilisaient il y a 90 ans et les mêmes outils qu'on utilise encore depuis une dizaine d'années. La peur de la Russie. D'un côté, une peur réelle, pas juste une phobie, pas de la haine. Vous voyez, ce genre de formation de masse, comme d'autres, repose aussi sur la création d'affirmations contradictoires que les croyants doivent accepter en même temps. C'était pareil avec le Covid, cette formation de masse autour du Covid. On avait cette idée qu'il fallait croire simultanément deux choses. Le vaccin te protège, tu le fais, tu es en sécurité. Et en même temps, si tout le monde ne se fait pas vacciner, on risque tous de mourir. Ce sont des affirmations qui s'excluent mutuellement, non? Soit tu es protégé, soit tu ne l'es pas. Mais on te demande d'y croire en même temps. Et si vous doutez de l'un des deux, la personne qui y croit vraiment se met en colère contre vous. Elle vous en veut, parce que vous refusez d'accepter un principe de base qu'il ne faut surtout pas remettre en question. Et quand on parle de la formation de masse autour de la guerre en Russie, les affirmations contradictoires sont les suivantes. La Russie est faible, la Russie est sur le point de s'effondrer. Encore un petit effort, encore une sanction, et ce sera fini. Ils vont sombrer dans le chaos. Et en même temps, on nous dit qu'ils seront à Berlin demain, qu'ils sont dangereux, qu'ils sont sauvages, qu'ils tuent sans distinction, qu'ils commettent un génocide en Ukraine et qu'ils vont en commettre un contre nous. Ils sont dangereux, mais ils sont aussi sur le point de s'effondrer. Et vous devez y croire. Si vous en doutez, vous vous trahissez vous-même comme n'appartenant pas au groupe. Et donc, direction le camp de concentration, SO. Donc il s'agit aussi de segmenter à l'intérieur même les croyants des non-croyants. Alors où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ah oui, les mécanismes qu'ils utilisent, ils vont continuer à renforcer ces mécanismes de peur et de haine en même temps. Et M. Goebbels, vous savez, parmi tous, nous l'avait déjà expliqué à la fin de 1945, une fois qu'il avait été arrêté. Je crois que c'était par l'armée rouge, ou peut-être par les Américains, je ne suis plus très sûr. Ensuite, il y a eu les procès de Nuremberg, n'est-ce pas? Et pendant ces procès, M. Goebbels a expliqué à un moment donné que, bien sûr, la majorité de la population ne veut pas partir en guerre. Évidemment, personne ne veut mourir. C'est parfaitement logique. Mais selon lui, c'est la responsabilité des dirigeants de faire en sorte que les objectifs nationaux soient atteints.
Et donc, même dans les démocraties, on joue sur la peur et l'agitation contre l'ennemi pour obtenir le soutien dont on a besoin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. En fait, le schéma, ou disons les explications sociologiques et politiques formulées par Goebbels, fonctionnent encore aujourd'hui. Mais sous l'idée, bien sûr, qu'on fait exactement l'inverse. Encore une fois, on se défend contre Hitler au Kremlin, parce qu'il faut bien se dresser contre Hitler. On devrait pourtant tirer les leçons de notre propre histoire. Oui, pour moi, c'est bien ce qui est en train de se produire. Et les Russes, ce qui est intéressant avec la Russie, et aussi avec la Chine, c'est qu'ils ne veulent pas aller à la guerre. Parce que eux non plus ne sont pas dans une formation de masse. Ils ne sont pas psychologiquement pris au piège de l'idée que c'est imminent et que ça doit forcément arriver. Donc eux, ils raisonnent en dehors de tout ça, en dehors de la folie. Mais en Europe, on raisonne à l'intérieur de la folie, tout en prétendant que c'est bien sûr la réalité. Et ensuite, on accuse tous ceux qui ne raisonnent pas dans ce cadre-là d'être fous, n'est-ce pas? Ou alors, enfin, pour ces gens-là, quiconque ne raisonne pas à l'intérieur de leur folie psychologique, il n'y a que deux explications possibles. La première, c'est qu'il est trop bête. Si on est en 2026 et que tu n'as toujours pas compris que la Russie est l'ennemi et que Poutine, c'est Hitler, eh bien, c'est que tu es juste stupide. Tu as un déficit cognitif, donc tu ne peux pas comprendre. Il faut que je t'explique mieux, parce que, visiblement, tu n'as pas compris. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que tu es mauvais, parce que tu veux soutenir la Russie. Tu veux soutenir Hitler. Tu es de leur côté. Tu es mauvais. Tu es l'ennemi de l'intérieur. Voilà les deux façons dont cette bulle peut rester pure et expliquer pourquoi certaines personnes s'y opposent. Et à partir de là, on peut complètement refermer la bulle, de manière hermétique, parce qu'on a une explication parfaite à l'existence de ceux qui la contestent. Ensuite, on continue d'avancer, persuadé d'être du bon côté de l'histoire, selon la logique interne de cette bulle. De la même manière que le fait de se faire vacciner était alors la preuve qu'on était du bon côté de l'histoire, parce qu'on faisait un sacrifice, aller au front, travailler pour l'armée et combattre Hitler au Kremlin, deviendra, à la fin, la nouvelle preuve qu'on est encore du bon côté de l'histoire, cette fois, dans le cadre de la psychose de guerre. Oui, et j'espère qu'on peut encore l'arrêter. Le bon côté, c'est que je crois vraiment j'espère que la Russie comprend ce qui arrive aux Européens, parce qu'on ne peut pas les aborder comme on s'aborderait soi-même. Encore une fois, si les Russes se demandent comment j'agirais si j'étais assis à Berlin, c'est la mauvaise question. Parce que dans ce cas, ils partent du principe qu'ils sont des acteurs rationnels et qu'ils évaluent la Russie en fonction de la réalité des faits. Or, ce n'est pas comme ça que l'évaluation se fait. Elle se fait à partir d'une vision du monde très déformée. Et j'espère qu'à présent, la Russie, et peut-être la Chine aussi, et d'autres encore, ont compris cela et qu'ils élaborent des stratégies pour y faire face. Je veux dire, on voit bien comment l'Iran a réussi à mettre en place une stratégie efficace pour faire face aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est différent. Je dirais même que les États-Unis ne sont pas dans une sorte de formation de masse. En revanche, l'Europe, oui. Et je pense que les États-Unis jouent de ça avec beaucoup d'habileté, comme on joue du piano, cette formation de masse, pour obtenir ce qu'ils veulent. Les États-Unis sont différents, mais ils ont d'autres problèmes, très difficiles à gérer quand on est dans le camp opposé. Mais les Iraniens, eux, ont trouvé un moyen, alors qu'ils sont plus faibles sur le plan technologique, militaire et économique, de faire face à cette situation. On peut en parler, c'est un autre sujet, avec la défense en mosaïque et tout ça, mais en gros, ils font en sorte que les Américains se heurtent au mur à chaque fois qu'ils essayent.
Et de la même façon, j'espère que la Russie est en train d'élaborer des stratégies pour faire face à cette formation de masse, en tant que formation de masse. Parce qu'il faut bien prendre en compte que c'est une psychose qui vient de l'autre camp, et que cette psychose va durer encore 15-20 ans. Il faut donc penser à long terme pour définir des stratégies. Mais évidemment, c'est une situation extrêmement difficile. Surtout parce qu'on ne veut pas de ce genre de massacre, ni de leur côté, ni d'une autre. C'est aussi ça, la particularité de la Russie. Elle ne veut pas tuer des Européens. Elle ne veut pas tuer des Ukrainiens. Elle le fait parce qu'elle y est contrainte. Et c'est justement ce devoir qu'il faut retirer de l'équation pour pouvoir apaiser la situation et, espérons-le, guérir ce moment de formation de masse que traverse aujourd'hui l'Europe. Absolument. Et c'est intéressant que vous disiez ça parce que je pense que la rationalité n'est plus vraiment là quand on parle de la politique de l'Union européenne. On peut tout à fait dire que le niveau de préparation à une guerre avec la Russie augmente lui-même les tensions avec la Russie, parce que ça renforce l'idée que l'OTAN se prépare à une confrontation. Et si eux le disent, c'est bien qu'ils se préparent à la guerre avec la Russie. Vous vous préparez à faire la guerre contre nous. Oui, donc ça déclenche une course aux armements. Ça entraîne toutes sortes de choses, y compris une course aux armements nucléaires, qui, selon certains rapports, aurait peut-être déjà commencé ou pas. Et c'est un sujet franchement inquiétant à aborder. Et clairement, je pense que la rationalité de tout ça est vraiment en question. Mais Pascal, je voulais te poser une question à propos d'un de tes récents articles sur Substack, parce qu'il était assez choquant. Et je trouve qu'il reflète parfaitement ce que traverse l'Allemagne en ce moment. Ton dernier article sur Substack s'intitule « Les églises d'Allemagne prêtes pour la guerre ». L'Allemagne devrait, à l'avenir, servir de principal centre logistique de l'OTAN dans une guerre contre la Russie. Et donc, il semble que la militarisation de la société civile allemande soit devenue l'un des grands sujets à l'ordre du jour du gouvernement. Parle-nous du rôle que les églises allemandes sont censées jouer dans ce conflit. Et même si ça paraît absurde, quel rôle la société civile allemande est-elle censée jouer dans cette guerre à venir contre la Russie? C'est un document que m'a indiqué Ulrike Gero, la docteure Ulrike Gero, qui est l'une des intellectuelles publiques les plus en vue en Allemagne. Il y a quelques années, on la voyait partout dans les émissions de débat, jusqu'à ce qu'elle devienne en quelque sorte une dissidente. Elle était la chouchoute des médias, jusqu'au moment où elle est devenue une véritable dissidente, parce qu'elle est d'une honnêteté intellectuelle exceptionnelle. Elle ne se contorsionne pas pour plaire, elle reste fidèle à son analyse. Et aujourd'hui, elle est mise à l'écart. Elle a même été renvoyée de son université pour des accusations absurdes. Mais ça, c'est une autre histoire. Elle m'a expliqué, lors de notre dernier entretien, qu'elle avait reçu un tract provenant d'une communication interne. Ce n'est pas un tract, désolé. C'est une communication interne des églises évangéliques en Allemagne, d'une vingtaine de pages, 26 à peu près, qui expliquait ce que les églises doivent faire maintenant. Et pas seulement l'église évangélique, mais aussi dans une approche œcuménique. Œcuménique, c'est-à-dire entre différentes églises chrétiennes. Parce que, même au sein des églises évangéliques, il y a plusieurs dénominations, n'est-ce pas? Et puis, il y a les catholiques, et ainsi de suite. Quand on met tout ça ensemble, on parle de collaboration œcuménique, ou interchrétienne, si vous voulez. Et ce document précis expliquait que la guerre avec la Russie est, en gros, la Russie est tellement agressive. On voit bien ce qui se passe en Ukraine. Et il faut que l'Allemagne se prépare à affronter cela et à y résister. Et l'approche des églises œcuméniques doit être de soutenir cela.
Parce qu'une fois la guerre commencée, ça va forcément entraîner la mort de nombreux soldats allemands, hommes et femmes. Et ensuite, les parents auront besoin d'un accompagnement. Donc les églises doivent se préparer et former non seulement les pasteurs, mais aussi, vous savez, des laïcs, pour pouvoir offrir un soutien spirituel, évangélique, œcuménique, aux parents endeuillés, aux veuves et à tous ceux qui auront perdu un proche, parce que c'est nécessaire. En ce moment, on n'a pas assez de monde, donc il faut s'y préparer. Et c'est ce qu'ils font. Ils en parlent comme d'un simple fait, comme quelque chose d'évident. Et votre question porte aussi justement sur ce qu'on attend des églises dans cette situation. Ce qui est assez drôle, c'est que tout ça vient des attentes internes de l'Église, des gens qui travaillaient sur ce document et sur cette stratégie. Vous voyez ces 20 personnes dans une salle qui discutent de ce qui se passe. Et là, on comprend que c'est un phénomène sociologique. Ce n'est pas comme si le chancelier Merz avait appuyé sur un bouton en disant « Les églises, préparez-vous ». Non, elles le font d'elles-mêmes. Aujourd'hui, cette prise de conscience s'est diffusée, elle a pénétré partout. C'est un peu comme avec le Covid. La conscience du virus, la conscience du problème, s'est répandue jusque dans les églises et dans des institutions qu'on aurait pu croire naturellement immunisées contre ce genre d'absurdité. Ils devraient dire non, 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 non. Nous devons nous opposer à cette marche vers la guerre avec la Russie. Nous devons tendre la main aux églises orthodoxes d'Orient pour lancer des initiatives de paix œcuménique, non? C'est ce qu'on s'attendrait à voir. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Comme pour le monde universitaire, on ne voit pas surgir une opposition massive dans les universités contre cette logique de guerre, pas du tout. En réalité, les universités se préparent. Elles se demandent comment soutenir la défense des valeurs européennes et comment réorienter les technologies civiles à des fins militaires. Parce que, encore une fois, il faudrait soi-disant combattre Hitler au Kremlin. Et c'est là que ça devient inquiétant. Cette mentalité se diffuse dans la société et elle se diffuse aussi dans les églises. Et j'aimerais pouvoir dire que ce n'est pas... Enfin, que ce ne sont que quelques fanatiques. Mais pour moi, ça n'a pas l'air d'être juste des fanatiques. C'est aussi un document très ennuyeux. Franchement, c'est très pénible à lire. Mais justement, c'est ce qui le rend encore plus authentique, dans le sens où ça montre comment la société se prépare aujourd'hui. Alors, la question pour nous, c'est comment les faire sortir de cette logique de préparation à la guerre, pour les amener vers une logique qui favorise la paix. Une paix qu'il faut encourager, même dans cette église évangélique. Et je ne sais pas si c'est représentatif de toutes les églises évangéliques. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait à l'échelle nationale ou si c'est simplement un document parmi d'autres qui cherche maintenant à se faire entendre et à servir de texte stratégique. C'est probablement plutôt du côté bas de l'échelle, mais c'est inquiétant de voir que même là, certaines de ces choses se produisent. Et peut-être qu'on retrouve ça aussi à un niveau plus élevé, peut-être même au sein de l'Église catholique. Mon intuition, c'est que les catholiques sont un peu plus résistants à ce genre de dérive, parce qu'ils ont tendance, pas toujours, mais souvent, à raisonner en termes vraiment catholiques, vous voyez. Parce qu'ils ont des gens des deux côtés du front. C'était déjà le cas pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le Vatican devait être, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, devait rester neutre parce qu'il y avait des catholiques dans les deux camps. Mais je ne peux pas l'affirmer. C'est juste un autre exemple. Une anecdote qui montre à quel point cette psychose s'est déjà profondément installée, malheureusement. Absolument. Et c'est un excellent exemple de ce que fait la propagande, de ce que fait une propagande constante, répétée, sur le cerveau humain
et de la façon dont elle finit par ancrer le message, même dans l'esprit de ceux qui devraient prôner la tolérance, la construction de la paix et chercher une solution diplomatique à tout conflit militaire. Mais aujourd'hui, ils se préparent en réalité à participer à une guerre contre un adversaire imaginaire. Donc oui, je pense que c'est un excellent exemple du fonctionnement de la propagande et aussi un exemple très regrettable. La seule façon d'en sortir, c'est vraiment d'en parler et d'essayer aussi de prévenir ces gens qu'ils risquent de mal juger le moment. Encore une fois, de leur point de vue, c'est nous qui nous trompons. Parce que, évidemment, Vladimir Poutine ne comprend que le langage de la violence. C'est littéralement le jargon qu'ils utilisent. Les Russes ne comprennent que la violence. Donc, il faut se préparer, parce qu'on n'a pas d'autre choix, n'est-ce pas? Les Russes ne nous laissent pas d'autre option. Le Hitler du Kremlin ne nous laisse pas d'autre option. Ou bien, est-ce que vous auriez essayé de négocier avec Hitler en 1939, quand vous étiez la Pologne? Vous auriez essayé? C'est exactement ce qu'ils vous disent. Ils ramènent toujours Hitler dans la discussion. C'est comme, vous auriez parlé avec Hitler? Oui. La vraie question, c'est comment les sortir de ce cadre-là. Comment? Vous savez, j'ai envie de dire un réveil brutal. Mais en fait, ce ne serait pas vraiment ça. Mais l'un des scénarios possibles, ce serait que demain, Vladimir Poutine démissionne et dise « J'en ai fini. J'ai 75-76 ans. Je pars à la retraite. Le suivant peut prendre la relève. » Et là, on verrait arriver au pouvoir quelqu'un du type Karaganov, non? Ou Medvedev. Je voudrais dire que ce serait un réveil brutal, mais en fait non, parce que ça ne ferait que confirmer ce qu'ils disent déjà. Ah, ils ont trouvé un Hitler encore plus grand. Ça rentrerait encore une fois parfaitement dans leur récit, non? Mais c'est juste une incompréhension totale, une lecture complètement fausse de la Russie et de ce qu'est vraiment la Russie. Et dans ce cadre-là, dans cette dynamique, on décourage aussi toute forme d'études russes ou toute tentative de travailler là-dessus. Les seules études sur la Russie qu'on soutient aujourd'hui, ce sont celles qui concluent que la Russie est l'ennemi, n'est-ce pas? Donc encore une fois, une boucle qui s'auto-entretient. Mais la vraie question pour moi, c'est comment on fait avec ça? Peut-être pour finir, il y a quelqu'un qui, à mon avis, commence à trouver une réponse à cette question. Et, assez curieusement, je pense que sont-ils signés. Les Iraniens, eux, arrivent à percer avec leurs vidéos Lego et leurs tweets provocateurs sur Twitter. Ils mènent la guerre des mèmes. Et ça, au moins pour ce qui concerne l'Iran, je pense que ce n'est pas négligeable. La Russie et la Chine, elles, sont très très mauvaises à ce jeu-là. Elles ne s'impliquent pas à ce niveau. Or, c'est justement à ce niveau-là qu'on a une chance de fissurer un peu la coquille, de se dire « Attends une seconde, je vais regarder ça et essayer de comprendre le message. » Un message qui passe aussi par l'humour. Parce que c'est exactement ce que font aussi les va-t-en-guerre chez nous, non? Ils se moquent, ils nous traitent d'irréalistes, ils nous tournent en dérision. Je ne sais pas, mais je trouve que les petits films Lego venus d'Iran et le trolling sur les réseaux sociaux, ce n'est vraiment pas insignifiant. Peut-être qu'il y a là quelque chose à observer pour comprendre comment aborder autrement la folie européenne du moment. Pascal, merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec toi. N'hésitez pas à suivre Pascal sur YouTube et sur Substack. Ce sont des chaînes formidables, parmi les meilleures qu'on puisse trouver. Et Pascal, j'ai hâte de te retrouver très bientôt dans l'émission. Merci, Lena. J'ai hâte de discuter avec toi sur ma chaîne la prochaine fois, s'il te plaît.